Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer d'entamer une réflexion sur le modèle de développement marocain et on va essayer dans une seconde vidéo d'imaginer une alternative qui pourrait potentiellement booster la croissance du pays. On va essayer de voir comment le modèle économique libéral a façonné le Maroc. Donc le Maroc est un pays libéral et ouvert sur le monde. Le pays est membre de l'OMC depuis 1987 et a donc toujours respecté les règles qui régissent le commerce international, comme le principe de libre-échange. L'OMC impose aussi des règles d'équité qui empêchent les États de subventionner des secteurs de leur économie. Ce sont des mesures qui visent à empêcher la concurrence déloyale. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'entreprise Mosaic a intenté un recours auprès de la Commission du commerce international pour dénoncer des présumées subventions étatiques sur le phosphate marocain. La Cour de commerce international a donné raison à l'entreprise américaine et elle a imposé un droit de douane sur le phosphate de l'OCP. Le même litige a eu lieu entre les deux géants de l'aéronautique Boeing et Airbus. L'Europe et les États-Unis se sont mis des droits de douane, s'accusant mutuellement de subventionner leurs secteurs respectifs. Biden a décidé récemment de mettre fin à ce conflit vieux de 17 ans afin de contrecarrer la compagnie nationale chinoise Comac. L'avion Comac aura d'ailleurs du mal à se vendre en Occident pour les mêmes raisons. Dans ce contexte, dans un monde ouvert, il est donc quasiment impossible pour le Maroc de mener une politique industrielle et de financer directement des projets à travers le pays. C'est pour cette raison que le pays a axé sa politique économique vers la recherche d'IDE, investissements directs étrangers, comme principal moteur de son développement. On a vu notamment comment cette stratégie a été très prolifique au milieu des années 2010, avec notamment l'installation des deux constructeurs automobiles français Renault et Peugeot. Renault a inauguré jeudi une usine géante à Tanger, dans le nord du Maroc, en présence du PDG du constructeur automobile français et du roi du Maroc, Mohamed VI. Le groupe a investi plus de 600 millions d'euros dans cette nouvelle usine, véritable tête de pont de Renault pour l'Afrique. L'usine Renault-Nissan de Tanger sera la plus grande usine automobile au sud de la Méditerranée, la plus grande usine automobile en Afrique et dans le monde arabe. Ces installations n'auraient jamais vu le jour sans concession de la part du pays. Renault a par exemple bénéficié d'incitatifs financiers au travers d'une exemption d'impôt pour plusieurs années, suivi d'un impôt réduit. Beaucoup utilisent d'ailleurs cet argument pour attaquer la politique économique du Maroc, en disant que les multinationales étrangères exploiteraient la population. En vérité, ces multinationales distribuent des salaires qui font vivre tout un tissu économique local. Les exportations des voitures permettent au pays d'obtenir des devises étrangères et par conséquent de stabiliser sa monnaie. C'est pour ces raisons que la monnaie marocaine est plus stable que celle du voisin, qui fluctue en fonction des cours du pétrole. Le prix d'une voiture est plus stable que le cours du baril. Le Maroc a aussi considérablement investi dans des infrastructures et dans la formation. Le pays a notamment construit le port de Tanger-Med, le complexe énergétique Nour, mais aussi plusieurs écoles de formation professionnelle accélérée. Ces investissements publics sont essentiels pour attirer des investisseurs étrangers. Le Maroc, qui s'inscrit dans ce modèle libéral, est en concurrence avec la planète entière pour attirer des IDE. Le pays doit absolument mettre en avant ses atouts s'il souhaite attirer des investisseurs. Il dispose pour cela de plusieurs leviers. Un levier économique qui tourne d'impôts allégés, mais aussi d'un prix du travail attractif. L'actuel gouvernement a d'ailleurs décidé d'augmenter le salaire minimum de 10% sous la pression des syndicats, ce qui devrait rendre le pays un peu moins attractif à l'international. À titre d'exemple, le Vietnam, qui est un des principaux concurrents dans la pêche aux IDE, a aussi revalorisé son salaire minimum de 6%. Il passera à 190 € en juillet 2022. Il y a toujours une importante différence de salaire qui explique en partie pourquoi la croissance du Vietnam avoisinera les 7% en 2022 contre 1,8% pour le Maroc. Un producteur de tabourets qui aura comme principal client Ikea préférera localiser sa production au Vietnam plutôt qu'au Maroc, et ce afin de bénéficier d'une main-d'œuvre pas chère, nombreuse et facilement remplaçable. Il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Le coût de la main-d'œuvre n'est pas la seule variable. Le gouvernement pense peut-être que le coût élevé du transport pourrait dissuader les industriels d'établir des usines trop loin de leur marché, et donc dans ce contexte, le Maroc serait une meilleure destination pour eux. Le problème, c'est que le Maroc est aussi en concurrence avec des pays d'Europe de l'Est qui ont une plus grande proximité à l'Europe que le Maroc. Il y a par ailleurs, à cause de l'invasion russe de l'Ukraine, une réelle volonté en Europe d'intégrer l'Ukraine et la Moldavie dans le marché commun. Cette intégration aboutira à une concentration d'investissements directs étrangers vers ces deux pays, ce qui, à terme, ralentira le développement d'un Maroc beaucoup trop dépendant des IDE. De plus, le coût élevé du fret maritime est conjoncturel et il se stabilisera dans le temps. Lorsqu'un acteur économique prend une décision d'investissement, il raisonne à long terme. Il y a aussi la fausse idée qu'avec le rehaussement du salaire minimum en Chine, les IDE allaient s'éparpiller dans le monde et que le Maroc allait en profiter. Le problème, c'est que les Chinois sont devenus des donneurs d'ordre et ils délocalisent dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère qu'au Maroc.
comme par exemple au Vietnam, Bangladesh ou encore en Éthiopie où le salaire minimum ne dépasse pas les 50 € par mois. Les IDE américains ont tendance à se concentrer en Asie et au Mexique, les IDE européens vont principalement vers l'Europe de l'Est, la Turquie et l'Asie, les IDE asiatiques restent en général en Asie. Il est donc très difficile pour le Maroc de sortir son épingle du jeu. Le Maroc a attiré principalement des investissements français, le pays reste la première destination des IDE français en Afrique avec plus de 20 milliards de dollars de stock d'IDE. Le Maroc est d'ailleurs aussi le premier investisseur africain en France. Le pays profite donc de ses liens historiques et culturels avec la France. Cependant, lorsque l'on dézoome, on s'aperçoit que l'Afrique n'est la destination que de seulement 4% des IDE français. La grande majorité, soit 67%, se concentre en Europe. Outre les infrastructures, la main-d'œuvre et les incitatifs fiscaux, le Maroc peut aussi mener une politique monétaire en dévaluant sa monnaie. La Chine a usé de cet outil pendant très longtemps pour booster sa compétitivité à l'extérieur. Il y a des avantages et des risques à mener une telle politique. Le premier avantage, c'est qu'une monnaie plus faible permet de rendre la production nationale plus attractive à l'étranger. J'ai 10 dirhams qui valent 1 $. Demain, la banque centrale décide de baisser son taux directeur. Les banques commerciales suivent et offrent un taux d'intérêt de 2% au lieu de 4%. Beaucoup de Marocains vont contracter des prêts bancaires pour financer des entreprises, acheter des maisons, des voitures ou de l'électroménager. Cet afflux de monnaie en circulation au Maroc va déséquilibrer l'offre et la demande de monnaie internationale. Désormais, il faut 20 dirhams pour obtenir 1 $, ce qui veut dire qu'un Américain aura 2 fois plus de dirhams qu'avant. Une bouteille de coca qui se vendait 10 dirhams, soit 1 $ à l'époque, ne vaut désormais que 50 centimes. L'inconvénient, c'est que les produits importés coûteront plus cher et ça inclut les hydrocarbures et l'énergie. Une telle politique ne peut être menée en temps de déséquilibre sur les marchés de l'énergie, comme le déséquilibre que l'on vit actuellement avec la guerre en Ukraine. Le risque d'une telle stratégie, c'est aussi la perte de pouvoir d'achat des ménages à cause de l'inflation que cela générera surtout sur les produits importés. L'autre avantage de cette politique, c'est aussi de pousser les entreprises locales à substituer leurs importations avec des produits locaux moins chers. Les ménages aussi consommeront des produits locaux au détriment des produits importés devenus trop chers. Donc une inflation maîtrisée permet aussi de créer une dynamique économique autour de la consommation nationale. Ce genre de politique a aussi tendance à booster les transferts d'argent de la diaspora. Donc on a vu comment le modèle libéral exigeait des sacrifices importants de la part des pays à la recherche d'IDE. Le Maroc est en compétition avec la planète entière pour attirer des IDE. Son économie est très dépendante de la conjoncture économique internationale. Cette année, le pays prévoyait 3,3% de croissance et finalement 1,8% qui seront réalisés. Dans la plupart des pays développés, la croissance économique est générée par une masse de millionnaires. Au Canada, il y a 1,7 million de millionnaires capables d'entreprendre des projets d'envergure dans le pays et à l'étranger. Au Maroc, ils sont à peine 5000 et la plupart d'entre eux se contentent d'investissements peu risqués dans les banques et l'immobilier. L'État marocain est le seul acteur capable de prendre des risques. On va voir dans une prochaine vidéo comment l'État marocain pourrait jouer un rôle plus grand dans la création d'écosystèmes dans le pays. Voilà, c'est tout pour le moment, n'hésitez pas à réagir et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.